presque 2 mois que je n'avais pas posté de vidéo. Mais franchement, vous allez voir, ça valait le coup de prendre le temps. Car il y a peu, j'ai découvert ce qui se révèle être ma plus grosse claque ludique depuis un sacré bout de temps. Et ça fait un bien fou. Allez, les minutes chroniques spéciales Flesh and Blood, c'est parti. Alors taillons dans le vif du sujet de suite. Flesh and Blood est un jeu de cartes à collectionner. Et je sais pas pour vous, mais moi, je m'étais juré qu'après avoir revendu toutes mes cartes Magic en 1994, je laissais ce type de jeu de côté. Mais là, rien à voir. Flesh and Blood, c'est une véritable claque. Frisson à l'ouverture d'un booster, main qui tremble lors d'une nouvelle partie tellement la tension se fait ressentir dès le coup d'envoi, cogitation impromptue sur l'intégration d'une nouvelle carte dans un deck, carte rangée dans un beau classeur tout propre. Oui, j'ai replongé. Alors, à part que cela a le même titre qu'un film de Paul Verhoeven, c'est quoi ce Flesh and Blood ? Créé par James White, un néo-zélandais ayant monté sa boîte Legend Story Studios, Flesh and Blood a été développé pendant 7 ans et est sorti initialement en 2019 en Nouvelle-Zélande, en Australie et aux États-Unis. Petite précision pour les néophytes. Les jeux de cartes à collectionner sont des jeux qui sont vendus dans le commerce par set de cartes. Un peu comme dans la mode, chaque année, les joueurs ont le droit à plusieurs collections, des sets, avec à chaque fois de nouvelles cartes. En somme, de nouvelles pièces à porter, c'est-à-dire à jouer, ou ajouter à sa garde-robe, dans un classeur tout propre. Pour Flesh and Blood, le premier set s'appelle Welcome to Wrath, et est donc sorti en octobre 2019 sous forme de paquet de 15 cartes scellées, les boosters, et de decks construits comprenant de quoi jouer les 4 premiers héros disponibles. Car oui, à la manière d'un Hearthstone, chaque joueur contrôle un héros issu de Wrath, un monde médiéval fantastique, assez melting pot, où une mécanologiste peut rencontrer un ninja, ou une brute peut tailler une bavette avec un marchand. Tous ces archétypes, au nombre de 10 pour le moment, sont dans chaque nouvelle collection endossés par des personnages spécifiques. Je m'explique. Il existe au moment du tournage de cette vidéo 3 personnages ninja. Ira, Benji et Katsu. Si je choisis de jouer la classe de ninja, j'ai ensuite le choix du personnage que je contrôlerai. Et c'est cet angle du héros qui fait tout le sel de Flesh and Blood, et qui le démarque de la concurrence, car ici, pas de créatures. Magic, Hearthstone et Tochikanti reposent sur un gameplay où vous invoquez des créatures qui s'affrontent sur un champ de bataille et qui vous servent de rempart pour ne pas perdre l'ensemble de vos points de vie. Flesh and Blood simule aussi un duel, mais là, les héros se retrouvent directement dans l'arène. Sans monstre à invoquer, c'est votre héros qui frappe, c'est lui qui part, c'est lui qui prend les coups, et il n'y a que lui qui peut mourir. Avant de plonger dans l'arène, commençons par une visite des vestiaires. Voici donc votre espace de jeu. En premier lieu, votre héros. Placé au centre, c'est lui qui va orienter toute la partie. En dehors de ses capacités spécifiques à chacun, il dispose d'un nombre de points de vie et un seuil maximum de cartes à ne pas dépasser lorsque vous piochez. À ses côtés, 2 emplacements pour les armes, qui sont soit à 2 mains, soit à 1 main, et dans ce dernier cas, vous pourrez vous la jouer ambidextre. En dessous, l'arsenal, qui permet lui, en fin de tour, de placer une carte de votre main en réserve pour les tours suivants. Et ce qui est génial, c'est que chaque héros et ses armes affichent un gameplay hyper thématique. Azalea, la ranger par exemple, possède un arc. Elle ne peut jouer ses flèches depuis sa main. Elle doit donc les armer dans l'arsenal avant de les décocher dans la face de son adversaire. Sur le côté gauche de la zone de jeu, l'équipement de votre héros, posé en début de partie. Tête, poitrine, bras et jambes, vous voici blindés pour le combat à venir. Comme la plupart des cartes disponibles dans Flesh and Blood, les équipements peuvent être génériques ou propres à une classe. À droite, votre deck dont la taille dépend du format de jeu choisi et 3 emplacements spécifiques pour placer vos cartes une fois résolues. Et où joue-t-on, me direz-vous ? Eh bien dans l'espace supérieur sur la Chain Link. C'est ici que vous allez enchaîner vos attaques et que votre adversaire, situé en face de vous, tentera de les parer. Cette phase principale est sans aucun doute la plus cruciale et la plus technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails des règles ici, car ce n'est pas le sujet du jeu. En revanche, je ne peux pas m'empêcher de partager mes sensations de jeu. Flesh and Blood est vif, rythmé et tactique à souhait. On y ressent à merveille l'énergie d'un combat où les 2 protagonistes se toisent, cherchant la faille dans la défense adverse pour assonner le coup de grâce. Même si la prise en main déstabilise un peu par rapport au canon du genre, on est vite pris par le tempo du jeu qui s'appuie sur des finesses mécaniques bien senties. Quelques exemples.
Le héros, son arme et ses équipements sont des cartes permanentes. Plutôt que de les poser dans la zone de jeu durant la partie, ils sont déjà là avant même le fight. Et mine de rien, ceci accélère considérablement le rythme du jeu. Tout est concentré sur l'affrontement, sur le choix des attaques et des défenses entre combattants, en somme, sur l'action. Aussi, dans les jeux de cartes à collectionner classiques, vos ressources fluctuent selon les tours, faibles au début, importantes en fin. Dans Flesh and Blood, la ressource, le pitch, n'est pas progressive. Elle varie uniquement selon votre main, car chaque carte comporte un coût, mais aussi une valeur de pitch. Pour jouer une carte, je dois donc payer son coût en défaussant une autre carte de ma main pour récupérer ses pitchs. Cette petite mécanique demeure centrale et permet de rentrer directement dans le jeu. Vous pouvez très bien placer une grosse patate au premier tour, mais attention. À part vos points de vie, vous ne conservez que très peu d'acquis de tour en tour. Tout est souvent à recommencer à zéro, et c'est essentiellement ce que vous avez en main qui constitue le nerf de la guerre. Vu que vous ne pouvez repiocher qu'à la fin de votre tour, votre main de 4 cartes va donc vous servir pour votre prochaine attaque. Mais avant cela, pour éventuellement votre défense durant le tour adverse. Est-ce que je me défausse de ces 2 cartes pour éviter les coups adverses, ou alors est-ce que je les conserve pour réussir une combo dévastatrice sur ma prochaine attaque? C'est dans ces dilemmes cruciaux, basés sur une économie de moyens, que Flesh and Blood se révèle ultra tactique. Les joueurs tentent d'asphyxier leur adversaire tout en protégeant leurs arrières et en économisant leurs forces. C'est un jeu où l'on doit prendre des risques, au risque de mordre la poussière. Il y aurait 1000 choses à dire sur les mécaniques fines et malines de Flesh and Blood, mais le jeu de cartes à collectionner ne se limite pas à son gameplay. La particularité des jeux de cartes à collectionner, c'est qu'ils se basent sur le deck building. C'est-à-dire que chacun joue avec un paquet, son deck, qu'il a au préalable élaboré avec les cartes à sa disposition. Et de fait, il existe différents formats qui posent des limites et des règles. Dans Flesh and Blood, tout le design du jeu a été pensé pour jouer dans 5 formats principaux. À ma gauche, le format construit, où chaque joueur passe des heures à peaufiner son deck avant de jouer. On y trouve le Blitz, très rapide à jouer, 15 à 30 minutes maxi. Le classique, un peu plus long, 30-50 minutes. Et un dernier mode multijoueur, l'Ultimate Pit Fight, qui fait la part belle à un joyeux bordel autour de la table. À ma droite, le limité. Là, chaque joueur arrive les mains dans les poches et va construire son deck en découvrant les cartes à sa disposition en même temps que ses adversaires. 2 modes de jeu sont proposés. Le draft, qui impose de jouer à 8 autour de la table, et le scellé, où chaque joueur a 6 boosters à sa disposition et va créer avec ses cartes un deck de 30 cartes minimum, sans aucune contrainte. Pour le moment, je n'ai joué qu'en Blitz et en classique. Clairement, j'adore le format Blitz, car je préfère toujours refaire une partie plutôt que d'en jouer une trop longue. Le Blitz est une formule parfaite, rapide, ultra tactique, où l'erreur se paye cash. Dès le début, Legend Story Studios a préféré ne pas léser le joueur au profit du collectionneur. Welcome to Wrath est donc sorti en 2019, et c'est le premier set qui est sorti en version limitée. 3 semaines plus tard, arrivent les mêmes cartes dans une version illimitée, donc disponible au plus grand nombre. Qu'est-ce qui change entre les 2 versions? Eh bien, pas grand-chose. La rareté n'est pas indiquée de la même manière sur les cartes, et une histoire de cartes foiled, vous savez, cet aspect brillant sur les illustrations, différent sur certaines cartes. En somme, rien qui n'impacte le gameplay. C'est uniquement pour les collectionneurs, les joueurs peuvent très bien se satisfaire des versions unlimited. Bon, si vous êtes les deux, il faudrait que ça soit très bien. Concernant la rareté des cartes, cette dernière est répartie sur 7 niveaux. C'est-à-dire que lorsque vous ouvrez un booster, vous allez pouvoir trouver parmi les 15 cartes un token recto verso qui est soit votre personnage, soit une arme. 12 cartes communes, une rare, et au minimum une rare ou supérieure. Et supérieure, c'est là que ça fait frétiller le collectionneur. Dans les supérieures, il y a super rare, majestique, légendaire, et enfin, une fabuleuse. Au moins une carte tous les 960 boosters. Yep, c'est là que la crise cardiaque peut arriver. Alors oui, j'entends déjà les grincheux, il faut payer pour gagner, tout le temps. Eh ben oui, c'est un jeu de cartes à collectionner, et il faut acheter un peu de cartes pour jouer, mais au niveau gameplay, cela s'arrête presque au niveau majestique. Car la légendaire, pour le moment en tout cas, ce n'est qu'un équipement, c'est-à-dire une carte que vous ne pouvez jouer qu'en un exemplaire, et qui est posée dès le début de votre partie dans l'aire de jeu. Question d'étaler votre luxe à la face de votre adversaire. Et concernant les cartes fabuleuses, eh bien au niveau de leur effet, c'est pas dingue du tout. Et cela se destine donc uniquement aux collectionneurs. Et pour finir, où en sommes-nous au niveau des sorties? Comme je vous le disais,
La première édition de Welcome to Wrath est sortie en octobre 2019, suivie par 4 decks de héros et la version illimitée. Le set suivant, Arcane Rising, a pris le même chemin, sorti en première édition le 27 mars 2020, puis ensuite en illimité et avec 4 nouveaux héros. En août 2020, Crucible of Wars, une extension destinée uniquement aux jeux construits, est sortie en première édition et apparemment n'est pas destinée à sortir en illimité. Donc, pour résumer, Welcome to Wrath et Arcane Rising ont débarqué en Europe en novembre 2020 et sont donc disponibles en version illimitée dans les boutiques qui ont eu la bonne idée de distribuer ce jeu fabuleux. Les decks de héros, eux, sont malheureusement épuisés, et pour ceux qui ne veulent pas investir dans une petite dizaine de boosters à 4€ pour se constituer un deck, il vous faudra donc attendre le prochain set, Monarch. Monarch est prévu en sortie mondiale pour le 30 avril, et l'annonce des nouveaux héros devrait se faire 3 semaines avant. Mais autant vous dire que le 30 avril, moi, je sais ce que je fais. Flesh and Blood a déjà tout d'un grand. Que cela soit dans sa superbe direction artistique, dans l'habillage des cartes ou même dans sa baseline, The New Classic TCG, on sent tout le soin apporté par l'éditeur pour offrir un jeu qui agit comme une Madeleine de Proust contemporaine. Tout a été travaillé, pensé, équilibré pour que le plaisir du joueur soit au centre de l'expérience, et c'est franchement fabuleux. Alors oui, c'est en anglais, mais mon fils de 12 ans, niveau 5ème, joue sans trop de soucis, donc rien d'insurmontable. Et d'ailleurs, je ne résiste pas à vous partager sa réflexion après sa 4ème partie avec son deck Wizard. Papa, c'est 1000 fois mieux que Magic. Reste maintenant à croiser les doigts pour que Flesh and Blood parvienne à se faire une place auprès des plus grands. Et si on regarde le dernier top 25 des ventes US des jeux de cartes à collectionner, on est en droit d'espérer 8ème et 16ème place, aux côtés des indéboulonnables Pokémon, Magic et Yu-Gi-Oh! Qui trustent ce tableau sans fléchir depuis près de 20 ans. On espère que ça ne soit que le début d'une longue histoire. C'est franchement tout le bien que je lui souhaite. Alors oui, c'était des minutes chroniques un peu particulières, mais un coup de cœur ça se partage, elle partage, ça se fait en prenant son temps. Aussi, j'aimerais remercier Ludo de Lady World qui m'a vendu mes premiers boosters. Franchement, je vous conseille de passer sur son site. C'est un passionné qui adore les jeux de cartes à collectionner et avec toujours de beaux conseils. Ah oui, et j'oubliais le rituel. Si vous avez aimé, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. À tout bientôt.